The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. Let's join the Tribunal Penal International for Yugoslavia at 28. Please be seated. Bien, l'audience est ouverte. Monsieur le greffier, appelez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît. Thank you and good morning, Your Honor. This is case number ITO 36070. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de l'affaire IT 67, le procureur contre Chechel. Je salue toutes les personnes présentes et je vais céder la parole à Madame Bursey, qui va donc continuer le réquisitoire du bureau du procureur, et elle va certainement nous éclairer sur la pièce P1200. Good morning, Your Honors. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur les juges. Hier, avant de conclure, je disais aux juges de la Chambre quelles étaient les conférences de presse qui avaient été organisées par le Parti radical serbe et par l'accusé pendant la période de mai et juin 1992. Et en particulier pendant la période ou aux environs de la période où des non-serbes étaient torturés et assassinés dans la coopérative Economia et à l'usine Ciglane de Zvornik. Hier, j'ai parlé d'un meeting qui a été organisé par l'accusé et d'autres membres du Parti radical serbe. Et ce meeting a donné lieu à publication le 28 mai 1992. Et dans ce rapport, il était écrit que ce meeting s'est déroulé exactement avant les crimes qui ont été commis, puisque figurait dans ce rapport le mot « hier ». Alors, je ne sais pas de quoi parle M. Chechel. S'il a quelque chose à dire sur cette question, il devrait attendre d'en arriver aux 10 heures qui lui sont imparties pour parler. Non seulement les non-serbes étaient tués à peu près à cette époque du 27 mai 1992, donc à l'époque de ce meeting, mais ils étaient tués par des hommes de Chechel, à peu près au moment où se déroulaient d'autres conférences de presse, telle celle qui a eu lieu à la fin du mois de mai 1992, et à peu près au même moment, un groupe d'hommes de Chechel massacrait 88 non-serbes à la Maison de la Culture de Drinacha de Zvornik. Et encore une fois, au moment où il a donné une conférence de presse le 4 juin, eh bien, à peu près à ce moment, un groupe dirigé par Vidovic, un voïvoda de Chechel, a massacré 22 hommes et femmes non-serbes à Liéchevo, dans la municipalité d'Iliash. Et au moment où se déroulait la conférence de presse du 11 juin 1992, à laquelle il a participé, eh bien, à peu près à ce moment-là, 740 non-serbes ont été massacrés à Karakay et dans l'abattoir de Guéro. Empoisonnés par la propagande de l'accusé, propagande basée sur la volonté de persécution, ces forces ont été lâchées sur l'épicentre du conflit ethnique et de la violence. Dans ces lieux où ont été commis les crimes principaux, ces lieux où ces volontaires se trouvaient sur le terrain en opération, les forces serbes ont commis des crimes. Alors, soyons clairs, les hommes de Chechel n'avaient pas nécessité d'être les auteurs matériels des crimes pour que l'accusé soit déclaré coupable de la commission de ces crimes en fonction de la responsabilité de participation à l'entreprise criminelle commune. Ces crimes, en effet, ont souvent été commis par des volontaires affiliés à l'accusé.
Il a honoré ces auteurs de crimes à de nombreuses reprises. À certains, il a même décerné le titre très spécial qu'il possède lui-même, à savoir celui de voïvoda. Il a déversé cette propagande de haine sur ces voïvodas, ces hommes de Chechel et sur les forces serbes, et tous ces hommes ont emporté cette haine sur le front. La capacité qu'avait l'accusé d'offrir des effectifs humains pour combattre a été une contribution importante à l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune et une contribution importante à la commission des crimes visés dans l'acte d'accusation. C'est lui qui avait l'influence et l'autorité de promettre une aide concrète aux populations serbes un peu partout dans l'ex-Yougoslavie. En conséquence, d'autres membres de l'entreprise criminelle commune qui manquaient d'effectifs ont fait appel à lui pour obtenir des volontaires, comme le prouvent les pièces à conviction P226, P652 et P239, par exemple. L'accusé a promis et a envoyé des volontaires en Slavonie orientale et à Vukovar, en Krajina, en Slavonie occidentale et un peu partout en Bosnie-Herzégovine. Le fait qu'il ait pu faire ses promesses et les tenir sape à la base toute affirmation de l'accusé selon laquelle il n'était qu'un simple représentant politique sans aucun rapport avec les organisations et les opérations militaires. Sa propagande visant à la persécution a servi à favoriser cette contribution en effectifs humains. Ces déclarations publiques enflammées ont été utilisées pour recruter des volontaires. Ces visites sur le front ont intensifié l'endoctrinement des hommes et ont servi à renforcer la description des non-serbes comme une menace qu'il fallait supprimer. Il y a un discours qu'il a fait donc en public devant les hommes de Chechel qui mérite particulièrement l'attention. Il l'a fait avant d'envoyer ses hommes sur les fronts de Vukovar. Et dans une minute, je demanderai la diffusion de la pièce P17, qui est une vidéo. Donc dans cette séquence vidéo, l'accusé appelle les volontaires qu'il est prêt à envoyer sur le front des héros tchétniques serbes et il souligne que ces hommes se battent dans les rangs d'une armée serbe ethniquement serbe et qu'ils se battent pour les terres serbes. Je demande maintenant la diffusion de la pièce P17. La journaliste, M. Vojislav Šešelj, va prendre la parole. Il se bat dans la lutte commune aux côtés de l'armée populaire yougoslave. Pour la libération définitive de Vukovar. À la question de savoir si les volontaires seraient envoyés à Grubišno-Polje, l'un des adjoints du détachement de volontaires a répliqué que Vukovar avait la priorité sur les autres régions. Voici Branko Vasiljevic. La journaliste, quel âge avez-vous? Branko Vasiljevic, 58 ans. La journaliste, d'où venez-vous? Réponse, je suis né et élevé à Niš. Question, et où allez-vous? Réponse, je vais aider les frères. Question, vous y allez tout seul? Réponse, mes frères d'armes. Non, j'ai 2 fils. Question, est-ce qu'ils sont ici également? Réponse, ils sont venus il y a 10 jours. L'un est à Borovo et l'autre à Knin. Mon oncle était un commandant, donc le sang n'est pas de l'eau. La journaliste, M. Šešelj, a parlé devant un groupe de volontaires qui étaient alignés devant lui et leur a dit ce qui suit. Vojislav Šešelj, que Dieu vous bénisse, vous les héros, les volontaires, que Dieu vous bénisse. Šešelj, frères serbes, héros tchétniques serbes, vous allez aujourd'hui à la guerre. Les volontaires, oui. Šešelj, aujourd'hui, vous allez libérer Vukovar serbe et défendre la Slavonie serbe. Vous allez rejoindre des centaines et des milliers de nos volontaires. Vous allez partir de partout vers la Serbie réduite pour restaurer la gloire des
armes serbes. Vous allez coopérer avec les unités de l'armée yougoslave puisque c'est notre armée. La plupart des hommes dans cette armée sont serbes. C'est une armée serbe étant donné l'appartenance ethnique de ses officiers, sa lutte pour le salut de la terre serbe et des territoires serbes. La journaliste, Monsieur Šešelj, a terminé sur les mots « Bonne chance les gars, on se revoit à Vukovar ». Est-ce que ces mots de Šešelj signifient que lui aussi va rejoindre les volontaires du Parti radical serbe? Est encore à voir. Fin de citation. Madame Bierce, nombre des unités des Šešeljevci ont été créées, recrutées et organisées par l'accusé, aussi bien en 1991, durant les opérations de combat destinées à s'emparer et à nettoyer des parties de la Croatie, qu'en 92 pour le même objectif en Bosnie-Herzégovine. Les hommes de Šešelj ont été déployés dans des zones particulièrement difficiles. L'importance du recrutement réalisé par l'accusé, recrutement de volontaires et déploiement de volontaires, a été grande. Elle a été grande du point de vue du nombre important de volontaires qui ont été mobilisés sur le front et également du point de vue des secteurs géographiques qui ont été couverts, ainsi que de la notoriété de la violence de ces hommes contre les non-serbes. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous avons préparé une diapo qui illustre certains des endroits où les hommes de Šešelj ont été déployés. Je demande donc que ces images soient montrées à présent. Elles viennent de sources multiples. Je ne vois absolument aucun problème à fournir les sources aux juges de la Chambre en temps utile, mais pour l'essentiel, il s'agit des pièces P217, P218 et des déclarations faites par les membres les plus importants du Parti radical serbe à l'époque, ainsi que sur d'autres éléments de preuve. Comme vous le verrez, et les juges de la Chambre le savent parfaitement bien, les hommes de Šešelj ont été déployés dans tous les secteurs importants où des crimes ont été commis et dans toutes les municipalités types prises en compte en l'espèce. Donc, vous verrez des groupes importants d'hommes de Šešelj déployés dans les environs de Vukovar, également dans les environs de Vocin, Zvornik, la région de Sarajevo, l'Herzégovine, où se trouvent Mostar et Nevesinje, à Bielinja, à Bosanski Šamac et dans d'autres lieux tels que la Krajina, qui se trouve donc à l'ouest de l'image que l'on voit sur la diapositive. On peut maintenant retirer la diapositive. L'accusé lui-même, dans la pièce P342, a déployé un nombre important d'hommes de Šešelj. On peut parler de 30 000 hommes qui ont été déployés. Il a également envoyé 10 000 volontaires pour la réalisation de l'objectif commun en Bosnie-Herzégovine. Dès le mois de mai 1991, et c'est à peu près la date où les hommes de Šešelj ont participé à l'assassinat des officiers de police croates à Borovo Selo, donc à peu près à cette époque-là, selon ce qu'indique la pièce P1275, il y avait déjà près de 15 000 tchétniks dans les rangs de l'accusé. De janvier à juillet 1992, plus de 6 000 hommes de Šešelj étaient stationnés et entraînés dans la caserne de Belgrade avant d'être déployés sur le front. Le voïvoda Branislav Gavrilović, alias Brne, et je parlerai plus en détail de cet homme dans quelques instants. En tout cas, c'est lui qui a créé des centres d'entraînement de volontaires dans la région de Sarajevo, des centres dans lesquels sont passés 1500 hommes de Šešelj pendant la guerre. Et je parle ici d'une zone très réduite, parmi d'autres. Les éléments de preuve, et en particulier les pièces C10, P1275, P54, P1000, ont prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé a apporté une contribution importante qui se chiffre en plusieurs milliers d'hommes de Šešelj pour favoriser la commission des crimes visés dans l'acte d'accusation. Et je renverrai également les juges de la Chambre à la pièce P1219 à cet égard. Il s'agissait là d'une organisation massive. Donc l'accusé disposait de l'appareil nécessaire pour gérer cela. Et ces cellules de guerre du SRS et du SCP ont été créées pour être le fer de lance de ce déploiement de volontaires. Les membres haut gradés du SRS ont relaté que
le dirigeant à la fois du SRS et du SCP et que l'accusé était seul à prendre les décisions importantes concernant leur politique et leurs opérations. L'accusé a nommé le témoin Potkovich à la tête de la cellule de guerre et le témoin Rankic était le chef adjoint. Leurs déclarations qui ont été versées au dossier, par exemple les pièces P1074, P1076 et C11, décrivent la manière dont l'accusé a maintenu sa férule sur l'ensemble des cellules de crise et de guerre. Le témoin Rankic a dit par exemple que Shechel jouissait des pleins pouvoirs et prenait toutes les décisions lui-même. Fin de citation. Une des fonctions des cellules de crise du SRS consistait à coordonner l'armement et la formation des Chechefti avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune. Encore une fois, il s'agissait de membres de ces cellules de crise du SRS qui étaient haut placés, comme Rankic et Petkovic, qui se sont rendus dans des camps de formation pour organiser l'arrivée et le déploiement des volontaires. L'accusé s'est également rendu dans des centres de formation pour inspecter les volontaires, ce qui a été évoqué par M. Markusson dans la pièce P528 par exemple, où l'accusé s'est adressé aux volontaires à Erdout dans ce centre, leur disant que les tchétniks serbes avaient donné leur vie pour défendre Borovo Selo. Il a également dit aux volontaires que toutes les fois qu'il y avait des oustachis, ils devaient être tués et chassés, parce qu'il s'agissait là de territoires qui étaient uniquement serbes. L'accusé a donné des ordres analogues à des volontaires en privé, par exemple. Je ne vais pas citer le nom du témoin, je vais simplement donner la cote du document qui a trait à ce témoin. Il a demandé à un volontaire de tout nettoyer, en particulier toute la zone, en lui ordonnant ce qui suit, de tuer tous les civils musulmans sans merci, y compris les femmes, les personnes âgées et les enfants. Tel que décrit aux pièces P1112, page 11, P1128, page 2 et P1129, page 218-219. Et ces documents doivent être lus ensemble, comme les juges de la Chambre le comprendront certainement. Les éléments de preuve, au-delà de tout doute raisonnable, montrent que l'accusé était plus qu'un simple recruteur de volontaires pour la JNA. Cet homme politique quasi militaire exerçait son autorité et son influence sur chaque élément ou aspect ayant trait aux volontaires, même si lui-même ne disposait pas du commandement opérationnel sur ces hommes. Il décidait de l'endroit où ces volontaires devaient être déployés et il les déployait en unité, donc pas sur une base d'un volontaire qui se portait volontaire. Il s'agissait d'unités discrètes qui avaient été identifiées comme étant les Chechel USI. Les commandants d'unité étaient nommés par l'accusé ou par les cellules de crise du SRS qu'il contrôlait. Ce que vous trouverez par exemple à la pièce P227, qui a été envoyée par un membre de la cellule de crise à la TO et demandant que la TO, je cite, coordonne ces actions avec le commandement de notre unité, à condition d'envoyer des volontaires. Autrement dit, nous allons vous envoyer des volontaires, mais vous devez coordonner vos actions avec les commandants de nos unités. Le témoin Petkovic, à la pièce C18, a expliqué que les cellules de crise avaient décidé d'envoyer une unité, par exemple, placé sous le commandement de Voïvoda Debeli à Bozanski-Shamatz au printemps de l'année 1992. Et c'est l'accusé lui-même qui a choisi les commandants en question de cette unité. Et plus particulièrement, je demande au juge de la Chambre de se reporter aux paragraphes 49, 53 et 56. L'accusé a donné son autorisation pour l'envoi de volontaires pour les opérations à Zvornik et Mostar. Potkovich a décrit la manière dont il a contrôlé les cellules de crise et les cellules de crise locales, les comités du SRS et les commandants. Mais il n'y avait qu'un seul dirigeant et ce dirigeant était Shechel. Fin de citation.
Une fois sur le terrain, les volontaires de l'accusé étaient de façon générale subordonnés à la TO locale, la GNA, la VRS ou les unités du MOUP. Mais l'accusé recevait des rapports réguliers sur les activités sur le terrain, soit par l'intermédiaire des cellules de crise, soit par l'intermédiaire de rapports directs qui lui étaient envoyés par ses commandants sur les lignes de front. Il l'appelait au téléphone, il lui rendait visite à Belgrade, dans le bureau du SRS-SCP, pour le rencontrer personnellement. Et suite à ces contacts étroits, l'accusé pouvait et intervenait dans les opérations sur le terrain lorsqu'il le jugeait nécessaire. Je vais demander au juge de la Chambre de se reporter aux pièces P59, P688, au paragraphe 50, pièce 1074, page 49. Et pièce 1058, paragraphe 21. Le témoin Glamout Channing, dans la pièce P688, a décrit l'accusé comme étant, je cite, le commandement et le contrôle sur les volontaires sur le terrain. La cellule de crise du SRS disposait de l'autorité nécessaire pour donner des ordres à ces unités sur le terrain, en ce qui concernait par exemple l'emplacement où les unités seraient déployées et quand ces unités devaient être retirées. Je vais demander au juge de la Chambre de se reporter à la pièce P221. Le témoin Rankic, encore une fois dans la pièce P1074, a confirmé que le regroupement et les ordres portant sur le regroupement et le redéploiement ont été donnés par les cellules de crise du SRS à un commandant du SRS à Vucine. De même, les Chechevieski du détachement technique de Kragujevac avaient reçu l'ordre par le témoin Rankic de participer à une opération conjointe aux fins de prendre le contrôle par la force des villages convoités en Croatie. Encore une fois, je demande au juge de la Chambre de se reporter aux pièces P253, P225 et C11, page 12. L'accusé disposait également du pouvoir et de l'influence qui lui permettait d'intervenir personnellement pour apporter son aide aux volontaires sur le terrain. Par exemple, comme le montre l'écoute téléphonique pièces P513 et P514 que je vais vous faire entendre dans quelques instants. Lorsque l'accusé souhaitait que son groupe de volontaires soit commandé par Voïvoda Gavrilovic, qui avait été sauvé d'une embuscade à Sarajevo, ou dans les environs de Sarajevo en avril 1992. Il a menacé les dirigeants serbes politiques et militaires en Bosnie que si on ne le laissait pas sortir, il allait retirer tous ces hommes des lignes de front et qu'il ne les déploierait plus jamais. Donc, à ce moment-là, où je vais demander à ce que la pièce P513 soit entendue. Il s'agit d'une conversation téléphonique interceptée. Est-ce que je peux parler à Branislav Gravilovic? Oui, monsieur, un instant, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse, Voïvoda. Que se passe-t-il là-bas? Bien, nos hommes sont là-bas en ville. Ils sont combien? 18. Et il en reste 18. Est-ce qu'ils sont encerclés? Pardon, est-ce qu'ils sont encerclés? Ils ont été encerclés depuis le début. Les volontaires sont restés là-bas et sont partis là-bas pour les faire sortir et nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Vous êtes blessé? Oui. À quel endroit? À la jambe. Et la blessure est comment? Eh bien, la balle a traversé la jambe, mais ça ira, il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'on vous a prodigué des soins médicaux? Oui, oui, tout va bien. Écoute, je viens d'appeler Palais, je n'arrive pas à mettre la main sur Radovan, personne ne le peut. Oui, mais j'ai laissé un message pour dire que si nos hommes ne peuvent pas sortir, nous allons retirer tous nos hommes de ligne de front et ne le déploierons plus jamais. D'accord, alors ne perdez pas votre sang-froid. Les gens, ne vous querellez pas avec vos hommes de façon impromptue. Essayez de trouver autant d'hommes que possible pour les faire sortir. Vous savez, écoutez, ils sont déployés sans cesse pour qu'on puisse les faire sortir sans cesse. Nous allons nettoyer cela lorsque tout sera plus pacifique. D'accord, Voyo, et ta santé pas mal. Essaye de faire en sorte qu'il y ait autant de gens possibles qui partent là-bas. D'accord, tout le monde est actif et tout le monde envoie des gens là-bas. Nous verrons quelqu'un
quelque chose sortira de tout ceci. D'accord, très bien. Bien, alors est-ce que tu as ce numéro ici? Oui, oui, je l'ai. Bon, très bien. Alors faites-le moi savoir. Je n'arrive absolument pas à les joindre ici. J'appelle ce numéro depuis plus d'une heure déjà. Je n'arrive pas à établir la communication. D'accord. Écoutez, ce sera peut-être plus facile pour vous parce que tout le monde n'appelle pas ce numéro. D'accord, d'accord. Alors dites-moi ce qui se passera. Je vous le dirai. Restez là. And of course, his men were. Bien évidemment, ces hommes ont été sauvés. Et au niveau de l'écoute téléphonique 514, que je ne vais pas vous faire écouter, Vansela Mendic reconnaît que Šešelj venait d'appeler depuis Belgrade. Et il a transmis l'information, à savoir que ce groupe devait sortir. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et tout ceci illustre le fait que l'accusé avait le pouvoir de donner ses ordres volontaires sur le terrain ainsi que d'imposer sa volonté aux autres membres de l'entreprise criminelle commune. Il ne s'agit pas d'un sergent ou d'un agent qui recrutait simplement pour le compte de la JNA. Cet homme était beaucoup plus que cela. Il savait où étaient déployés les Šešelj-Vlevci. Il recevait des éléments d'information des lignes de front. Il communiquait avec eux. Il communiquait avec d'autres dirigeants des forces serbes. Et c'est lui qui décidait quand, où et à quel moment les Šešelj-Vlevci devaient travailler main dans la main avec les forces serbes. En d'autres termes, l'accusé ne recrutait pas et ne déployait pas des volontaires de façon indépendante. Il était lié étroitement à tous les aspects de sa cause. C'est lui qui était leur source d'inspiration et c'est lui qui les a utilisés pour que ces crimes soient commis. Le 13 mai 1993, c'est évoqué dans la pièce 12-19. L'accusé a organisé une conférence de presse avant d'annoncer son intronisation de voïvode à une cérémonie qui s'est tenue alors que la guerre faisait rage en Bosnie. Vous l'avez déjà vu, Madame et Messieurs les juges, dans l'extrait vidéo P255. L'accusé a continué d'organiser de grands rassemblements et des fêtes de Tchétnik pour évoquer leur passé sanglant et les crimes commis sur des non-serbes, dont des musulmans. Les éléments de preuve montrent qu'il a promu publiquement des hommes qui avaient commis des crimes dans toute l'ex-Yougoslavie. J'aimerais maintenant vous montrer, Madame et Messieurs les juges, maintenant j'espère, un cliché qui va vous montrer le nom des Šešelj-Vlevci qui avait été promu voïvoda par l'accusé. Vous allez retrouver certains des noms qui vous sont déjà familiers. Et je pense que ceci va pouvoir les recadrer. À Vukovar, ce fut Milan Lančušanin, alias Kameni. Miroslav Vukovic, alias Čele, aussi à Vukovar. Branislav Gavrilovic, alias Bernet. Branislav Vakic. À Bielina et à Brčko, Mirko Blagojevic. À Bosanski Shamac, Srečko Radovanovic, alias Debeli. À Zvornik, Miroslav Vukovic, alias Čele. Dans la région de Sarajevo, Vassilie Vidovic, alias Vaske. Slavko Aleksic. Branislav Gavrinovic, alias Bernet, et Nicolas Poplachen. Vous l'avez entendu dire, vous avez entendu certains noms répétés. Il a redéployé ces hommes d'un lieu où se commettaient des crimes à l'autre. Où qu'aillent les hommes de Šešelj, des crimes étaient commis. Où qu'aillent les voïvodas, des crimes étaient commis. Souvent, ce sont les hommes de Šešelj qui ont commis ces crimes. Souvent, ce sont les voïvodas qui ont commis ces crimes. Dès le tout début de sa campagne de persécution, l'accusé savait parfaitement l'effet qu'aurait sa contribution et que ce serait un impact significatif et considérable. Dans la pièce
P1180. Il dit lui-même ceci. Il sait le succès que remporte le mouvement tchétnique serbe parce que les Croates et les musulmans parfois ne dorment plus chez eux parce qu'ils ont entendu dire que les Tchétniks allaient arriver. Mais Biljana Plavčić a vraiment parfaitement décrit l'essentiel, la quintessence de l'effet qu'a eu l'accusé. Il motivait les Serbes, les combattants serbes, et il faisait peur aux autres, à ceux qui n'étaient pas serbes. Dans la pièce P1310, voici ce qu'elle dit. Il est venu nous voir, il inspectait le front. Sa présence comptait beaucoup pour beaucoup des hommes. Les troupes parlaient de ses visites bien après qu'il soit parti. Par ailleurs, quand on entendit dire qu'il était sur le front, ça avait un effet démoralisateur considérable pour nos ennemis. Fin de citation. Il savait l'effet qu'il faisait. Il le savait par les milliers de volontaires qu'il a réussi à obtenir et à déployer pour mettre en œuvre l'objectif criminel commun. Il le savait par la réponse des foules qui se trouvaient amassées à ces rassemblements. Il le savait. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais cessé de se servir de cette propagande de haine comme d'arme. Et c'est la raison pour laquelle il n'a toujours pas cessé de le faire à ce jour. Par cette campagne de guerre, sans relâche, sans arrêt, il a prôné l'établissement par la force de parties significatifs de pans entiers de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine pour que ce soit des territoires ethniquement serbes. Il a instillé la peur et la haine pour leur faire croire que les non-serbes étaient leurs ennemis. Il s'est servi de cette peur, de cette haine des non-serbes pour créer et pour exacerber une atmosphère propice à des actes violents contre les non-serbes qui étaient pris pour cible. Par sa campagne de recrutement, d'organisation, de déploiement de volontaires, il a assisté les autres forces serbes dans le combat qu'elles menaient pour que soient créés des territoires dominés par les Serbes séparés en Croatie et plus tard en Bosnie-Herzégovine. Et pendant tout ce temps, il coordonnait les activités des hommes de Šešelj avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune. Il a encouragé et a poussé à l'action des groupes, des individus au sein des forces serbes, dont ces hommes à lui, les hommes de Šešelj. La preuve en a été apportée au-delà de tout doute raisonnable. Et le moment est venu pour qu'il paie pour ses crimes. En conclusion, l'accusé ne saurait faire taire les preuves qui montrent que ces hommes, les Šešeljevci et les forces serbes, ont œuvré de concert pour commettre les crimes visés dans l'acte d'accusation. Le nettoyage ethnique a été accompli à l'aide des mêmes tactiques répétées sans arrêt. Les villages non serbes étaient pilonnés, étaient détruits. Des zones considérées comme appartenant de droit aux Serbes étaient prises par la force, par les forces serbes. Les familles non serbes étaient écartelées, alors que des enfants, les femmes non serbes étaient séparés des hommes, rassemblés et soit envoyés dans des camps où ils subissaient abus, viols, meurtres, soit étaient obligés de prendre la fuite pour sauver leur peau. Et les non-serbes étaient empêchés par la peur ou par la force de rentrer chez eux. Beaucoup d'entre eux, ainsi que leurs sites, leurs lieux de culte ou de culture, ont été pillés ou détruits. Voilà ce que montrent les éléments de preuve. Madame et Messieurs les juges, je vais maintenant passer la parole à Madame Hochhauser, qui va vous dire comment ces tactiques ont été répliquées à Vukovar. Bien, bonjour Madame Hochhauser. Vous avez donc la parole. Thank you, Your Honor. Merci, Madame et Messieurs les juges. Bonjour.
Avant le début du conflit, les habitants de la municipalité de Vukovar en Croatie vivaient au sein d'une communauté prospère, pluriethnique, généralement paisible. Mais lorsqu'arrive la date du 21 novembre 91, ces mêmes habitants de Vukovar sont irrémédiablement divisés par la haine interethnique. Ces gens ont perdu des êtres chers, leur foyer, leur ville, sous le coup des bombes et de la violence qui cherchait à les chasser de Vukovar. Les crimes commis dans la municipalité de Vukovar s'inscrivaient dans l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune et les forces serbes, la JNA, les TO locales, les volontaires, dont les hommes de Šešelj en ont été les auteurs. Comme ça avait été le cas dans d'autres zones convoitées de Croatie dès le mois d'août 91 et comme ils allaient continuer de le faire dans des zones convoitées en Bosnie-Herzégovine, les forces serbes ont dévasté la vie de la population de Vukovar à la recherche de cet objectif commun qui était d'avoir une nation serbe ethniquement homogène. L'accusé ainsi que les dirigeants politiques et militaires d'entreprises criminelles communes venus dans cet acte d'accusation voyaient en Vukovar un objectif stratégiquement important si l'on voulait réaliser cet objectif commun. L'accusé a dit de Vukovar qu'elle revêtait pour la Serbie et pour le peuple serbe une signification exceptionnelle. Dans la pièce P1208, page 10, il dit qu'elle est aussi serbe que Belgrade. L'accusé a qualifié la bataille de Vukovar en ayant recours à des termes discriminatoires. Il a dit de cette municipalité que c'était le plus fort bastion Ustashi, sans la chute duquel il ne pouvait y avoir de victoire des Serbes. Voyons un extrait de la pièce P298. Et quelle est la signification qu'il faut donner à la libération de Vukovar pour la Serbie et le peuple serbe? Réponse de Šešelj. C'est une signification exceptionnelle parce que c'est le plus puissant des bastions de Ustashi. Dès que Vukovar sera pris, les Ustashi n'ont aucune chance de conserver Osijek ou Vinkovci. Rien ne pourra arrêter nos forces. Vukovar, c'est la ligne, la clé qu'il faut percer, qui doit être capturée, et puis les Ustashi ne pourront plus rien faire. Les Ustashi savent que si Vukovar tombe, si Slunj tombe en Krajina serbe, à ce moment-là, le régime Ustashi de Tudjman à Zagreb va tomber aussi. Et c'est pour ça que c'est une bataille décisive. La campagne de persécution de l'entreprise criminelle Kovin à Vukovar était claire. Comme le général Panic de la JNA l'a dit, pièce P261, page 219, Vukovar allait devenir entre guillemets, une enclave serbe, ou comme le dit l'accusé lui-même dans la pièce P1186, page 6. Je cite, « Cette ville va devenir la capitale de la Slavonie, du Baranja et du Srem occidental serbe. » Fin de citation. Et il a ajouté, je cite, « Il faut que le peuple serbe s'y réinstalle. » Fin de citation. Et effectivement, comme l'a dit auparavant M. Markusen, la SAO de SPSO avait déjà été créée au mois de juin 1991 et un gouvernement ayant à sa tête Goran Hadžić, autre membre de l'entreprise criminelle commune, avait été constitué en août et en septembre 1991. Par conséquent, pour mettre en œuvre cet objectif commun à Vukovar, les membres d'entreprises criminelles communes ont envoyé des forces et des structures serbes qui étaient contrôlées par ces forces en grand nombre et ces forces se sont soutenues mutuellement. La plus grande partie de Vukovar, et notamment la région de Ovčara et de Grabovo, se trouvait dans la zone de responsabilité du groupe opérationnel sud de la JNA.
On voit l'importance que revêt Vukovar dans l'objectif commun de l'entreprise commune dans l'ordre donné par Hadjic, membre de l'entreprise criminelle commune, qui affecte une unité d'élite de la JNA, la brigade motorisée de la garde à Vukovar, le 30 septembre 1991. Cette brigade motorisée de la garde, c'était une unité d'élite de la JNA. Son personnel était trié sur le volet, super bien formé et très bien doté en matériel. Après le 7 octobre 1991, elle s'est trouvée sous le commandement de Mile Mercic. Le 10 octobre 1991, l'Assemblée de la SAO-SBSO, dirigée ici aussi par Goran Hadjic, a officiellement rattaché la TO locale serbe à la JNA. Les hommes de Šešelj et Šešeljevci ne sont pas arrivés à Vukovar en le décidant eux-mêmes. La TO de Vukovar a envoyé une demande à la cellule de guerre du SRS qui demandait des volontaires et c'est l'accusé qui a décidé de dépêcher ce détachement de l'EVA sous Poderica, que j'appellerai LSD à Vukovar, pour faire suite à la demande qu'il avait reçue. Ce détachement est arrivé à Vukovar début octobre. Il se composait surtout de Šešeljevci, dont bon nombre étaient natifs du pays, notamment Milan Lančujelin, alias Kameni, commandant du détachement et qui est devenu plus tard voïvoda. D'autres combattants du détachement ont été recrutés ailleurs par l'état-major de guerre du SRS, comme l'expert Tenens l'a dit et le témoin VS12 aussi. Ils étaient équipés et formés en association avec le MUP de Serbie sous l'autorité de membres de l'entreprise criminelle commune Stanisic et Simatovic et souvent en coopération avec Arkan, autre membre de cette entreprise criminelle commune, et la JNA sous l'autorité de Kadijevic et Hadjic, membres de l'entreprise criminelle commune également. La pièce P250 a été signée à Chid le 18 octobre 1991 et c'est la preuve irréfutable de ce que la TO a reconnu et incorporé ce détachement sous le commandement de Kameni. La pièce P199, c'est une décision portant poursuite de l'assaut sur Vukovar signée par Mile Mercic le 29 octobre. Et cette décision dit clairement que ce détachement se trouve sous le commandement de Mercic et de la JNA. Sur le terrain à Vukovar, la JNA s'enorgueillait de la parfaite coordination, de l'intégration parfaite dans la JNA de la TO et des volontaires. Vous avez ici un extrait d'une interview avec le commandant Snivan Chanin de la JNA à Vukovar. Je demande que soit maintenant diffusée la pièce P291. Commandant, je voudrais vous demander de décrire brièvement les activités de combat menées aujourd'hui sur cette zone. Réponse de Šešelj. Toutes les unités du territoire de Vukovar combattent sous le commandement unifié du groupe opérationnel Sud et sous le commandement de la JNA. C'est très important. Les volontaires ont coutume de dire, vous ne donnez jamais notre nom, vous ne parlez jamais de nous. Mais je pense que nous sommes tous pareils, nous combattons sous le même commandement. Quiconque arrive, eh bien, est préparé au combat, est doté d'équipements aussitôt et est inclus dans les unités de la JNA qui mènent des combats côte à côte avec les autres soldats. L'ennemi, les oustachis, sont en parfaite déroute, sont tout à fait défaits. Fin de citation. C'est de façon active et très étroite que l'accusé a été partie prenante aux événements de Vukovar et aux actions menées par ces hommes une fois qu'il est arrivé sur les lieux. On a Vakic et Gavrilovic, surnommés Bernet, qui eux aussi ont été envoyés à Vukovar avec des unités de Šešeljevci et il a été nommé comme étant le dirigeant des Šešeljevci envoyés depuis Belgrade et ils l'ont subordonné lui et ses unités au détachement
de Levosu Podgorica, qui lui-même était sous l'ordre hiérarchique de l'ATL local. Petkovic et Renkic l'ont dit tous les deux. L'accusé restait en contact étroit avec Kameni et communiquait avec lui directement. C'était vrai aussi pour les autres commandants de Vukovar. D'après le témoin Petkovic, aussi bien Katic que Kameni ont traité Chechel, l'accusé, comme si c'était leur commandant. Tous les deux sont allés régulièrement au QG du SES pour leur parler. At the time of the conflict, Au moment où éclate le conflit, l'accusé s'est aussi est enorgueilli de la parfaite coordination qu'il y avait entre ces hommes et la GINA et la Théo à Vukovar. Il se vantait de la contribution sans pareil des Chechelieti aux réussites engrangées par les forces de combat serbes à Vukovar. Voyons-le maintenant dans la pièce P185. Nous avons pratiquement repeint tous les... vous savez, j'ai l'habitude de ça. Tout le monde se tait quand je parle. Peut-être n'avez-vous pas encore acquis cette habitude, mais moi, c'est mon habitude. Nous avons peint l'aigle bicéphale sur les casques et l'officier de l'armée, le capitaine, le commandant, donne les ordres à notre peuple. Grâce à une action coordonnée, Kameni, notre commandant en chef à Vukovar, planifie les actions en coopération avec le commandant militaire dans la soirée et l'action est mise en œuvre le lendemain. Des soldats ont déserté, l'armée n'avait donc pas suffisamment d'hommes pour conquérir la ville maison par maison, mais nos hommes l'ont fait. L'armée frappe à l'aide de chars, de mortiers et d'obusiers. Nos hommes investissent les maisons une par une pour s'en emparer. Your Honors, I believe there was an additional line that would have ended. Il y a une ligne supplémentaire qui conclut ce passage du texte. Je vais donc en donner lecture car elle n'apparaît pas en ce moment. Elle se trouve donc dans la pièce P185. L'armée frappe à l'aide de chars, de mortiers et d'obusiers. Nos hommes investissent les maisons une par une et s'en emparent. Fin de cette citation. L'accusé en personne a déclaré lors de l'entretien qu'il a accordé au sujet de l'ouvrage Vie et mort de l'ex-Yougoslavie que pendant le siège, il a rencontré Mrksić et Šljivančanin. Il affirme également qu'il a même pris part au combat dans la ville. Voici la vidéo qui vient d'être diffusée dans une autre séquence. C'est Vojislav Šešelj qui parle. Je cite « J'ai rencontré toutefois le général Mrksić, qui était le commandant de la brigade de la garde et qui a participé aux opérations de libération de Vukovar au commandement de nos volontaires. Nos volontaires étaient sous le commandement direct du voïvoda tchetnik Kameni, à savoir Milan Lančujanin alias Kameni, et sous le commandement du général Mrksić, commandant de la brigade de la garde, que j'ai rencontré là-bas. Je lui ai parlé. Nous nous sommes rendus sur les premières lignes du front. Il m'a même donné un casque militaire sur place, sur lequel j'ai collé le symbole tchétnique d'un aigle bicéphale. Ce casque était trop petit pour ma tête et plus tard, ils se sont posé la question de savoir pourquoi l'armée ne possédait pas des modèles de plus grande taille. Fin de citation. Madame Ockhauser, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, les membres de la défense territoriale et les volontaires qui se trouvaient dans les rangs des combattants à Vukovar percevaient également l'accusé comme ayant un lien avec eux. Ceci est démontré par exemple dans la pièce à conviction P25, qui est la lettre envoyée par Katic à l'état-major de guerre du Parti radical serbe datant du 9 décembre 1991, dans laquelle figure sa signature et son titre de commandant tchétnik du PRS de Vukovar. Il écrit cette lettre, donc il l'envoie à l'état-major de guerre du PRS pour proposer un certain nombre de noms de combattants à des fins de promotion. Et comme les juges de la Chambre
s'y attendent sans doute. Certains des hommes qu'il proposait à la promotion étaient des membres du détachement Leva Supodorica, tels que Kameni, Kinez, dont il fait remarquer qu'il a commandé le premier peloton d'assaut du détachement Leva Supodorica. Mais cette lettre de Katic demande également la promotion de la cellule de crise du PRS à la cellule de crise du PRS, correction de l'interprète, pour des membres de la défense territoriale, tels que Vujovic, commandant de la défense territoriale locale, tels que Vujanovic, chef de la défense territoriale, et Peranovic, commandant de la défense territoriale à Petrova Gora, ainsi que d'autres. Pour finir, les visites qu'a rendues l'accusé au front de Vukovar ont permis également de le tenir informé et en communication avec ses hommes, les hommes de Chechel, auxquels il apportait un appui permanent, une aide morale et des encouragements. Comme l'a déclaré l'accusé en personne pendant son témoignage dans l'affaire Milosevic, qui a été versé au dossier dans la pièce P31, et ce passage figure en page 542 de cette pièce, l'accusé a déclaré, je cite, « Je suis allé 2 fois à Vukovar pendant que se déroulait la lutte pour la libération de la ville. J'ai tout vu, j'étais sur la ligne de front. Je me suis rendu dans chacune des rues de la ville. Il est impossible qu'il se soit passé là-bas quelque chose que je n'ai pas vu. » Fin de citation. La contribution apportée par l'accusé à l'entreprise criminelle commune et aux forces serbes de Vukovar ne s'est pas limitée à fournir des effectifs humains. L'accusé a également apporté sur les lieux la puissance de ses paroles. Madame Birsey en a dit quelques mots parlant de Vukovar. Les discours prononcés par l'accusé dans cette ville et dans les environs de cette ville étaient des discours de haine, des discours violents. Et les éléments de preuve ont apporté la démonstration qu'ils ont eu un effet instigateur et motivant sur ceux qui les écoutaient, qui n'étaient pas simplement des Chechelyevtsi. Ces discours appelait à la division ethnique. Ce n'était pas simplement des discours politiques. L'accusé utilisait un vocabulaire et une rhétorique militaire de son propre cru, et chaque fois qu'il apparaissait à Vukovar, c'était sur la ligne de front, avec un casque sur la tête. Il portait également un gilet pare-balles, un uniforme de camouflage de la JNA spécialement cousu pour les officiers de rang les plus élevés et qui avait été cousu spécialement pour lui. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, j'appelle votre attention sur la pièce à conviction P1058, paragraphes 45 et 46. Selon le témoin Rankic, lorsque Shlivan-Chanin rendait compte à l'accusé à Vukovar, lorsque l'accusé se trouvait sur le front, il s'adressait à lui en l'appelant président devant tous les hommes rassemblés. Et la JNA et la police organisaient son transport et assuraient sa sécurité. L'effet de tout cela a consisté à intensifier l'influence exercée par l'accusé sur les forces serbes auxquelles il s'adressait, à augmenter la crédibilité de ses paroles et à démontrer aux autres autorités présentes à Vukovar, autres autorités qui étaient sous le contrôle d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, que l'accusé soutenait les idées de violence en ce qui concerne les rapports interethniques, idées de violence qu'il avait lui-même épousées. Donc il ne fait aucun doute que les crimes qui sont reprochés à l'accusé à Vukovar ont réellement eu lieu. J'en discuterai immédiatement. L'accusé lui-même admet que ces crimes ont été commis, mais il insiste pour affirmer qu'il n'a aucun lien avec ces crimes, pas plus que les hommes de Chechel. Alors, pour commencer, je dis ici que l'accusé lui-même, s'il ne reconnaît pas sa responsabilité personnelle, a reconnu dans le cadre d'un entretien qu'il a accordé et qui a été versé au dossier sous le numéro P1225. C'est d'ailleurs un entretien qui a été publié une deuxième fois par l'accusé en 1995. Il reconnaît donc qu'à Vukovar,
il y a eu utilisation excessive de l'artillerie et tir illimité d'obus en l'absence d'un quelconque objectif tactique. Fin de citation. Cet aveu est appuyé par la déposition d'un certain nombre de témoins et par les faits déjà jugés qui ont prouvé que les maisons croates étaient bombardées, que les tirs d'obus se faisaient sans aucune limite et que ces tirs semblaient destinés à supprimer toute vie humaine dans la région. Fin de citation. Ceci figure dans la pièce P268 au paragraphe 8, 9 et 15. Au nombre des cibles se trouvaient des jardins d'enfants, des cimetières, des marchés et des immeubles vides. Ainsi que des cimetières. Le témoin Tchovic, dans la pièce P844, page 7, a déclaré « Il bombardait toute la ville sans tenir compte des endroits où se trouvaient les défenseurs ». Fin de citation. Et le 18 novembre 1991, lorsque Vukovar est tombé aux mains des forces serbes, toute la ville avait été rasée. Ces destructions, aucun objectif militaire ne les justifiait. Mais, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, ce qui existait, c'était un objectif criminel double. Parce que, outre le fait de servir à la destruction matérielle de Vukovar, les bombardements effectués par la JNA ont été le moyen qui a servi à expulser par la force hors de la municipalité un grand nombre de non-serbes de Vukovar. Je fais afficher à l'écran le cliché issu de la pièce P289 qui restera sur les écrans pendant que je poursuis mon exposé. Mais vous verrez, grâce à cette pièce P289, que ce ne sont pas uniquement des destructions matérielles qui ont été commises, mais que des gens qui faisaient la queue, des habitants de la ville, ont été contraints de partir en raison des bombardements. Alors, l'accusé est responsable en tant que membre de l'entreprise criminelle commune des conséquences de ces bombardements, même si ce n'est pas lui en personne qui a pris les décisions tactiques. Ce qui s'est passé à Vukovar est un exemple classique de la tactique de la JNA qui a été observée par la mission d'observateurs européenne, comme on le voit dans la pièce P412 en page 14, et qui a déjà été décrite par M. Markussen avant que je ne prenne la parole. D'abord, la JNA terrorisait la population avec des tirs d'artillerie lourde, puis venaient les irréguliers armés et indisciplinés qui avaient le soutien de la JNA, irréguliers dont faisaient partie les hommes de Chechel, qui investissaient les lieux. Donc, l'accusé est responsable parce que les hommes de Chechel ont agi dans les opérations de combat un peu partout en Croatie. Ils ont fait partie des forces serbes et il est responsable aussi parce que pendant au moins une grande partie du temps où la JNA a bombardé Vukovar, les hommes de Chechel étaient sous le commandement de Kameni, qui était déjà sous le commandement direct de Mrkšić et qui lui-même était sous le contrôle de Kadijević et Dajić. Comme l'a admis l'accusé lui-même dans les pièces P644, P12-13, pages 12 et 13, correction de l'interprète, la JNA ne pouvait pas s'emparer de Vukovar à l'aide uniquement des bombardements. Et donc la guerre a été menée rue par les volontaires et les membres de la défense territoriale, au nombre desquels figuraient les hommes de Chechel. Les hommes de Chechel, aux côtés d'autres volontaires et des membres de la défense territoriale, ont contribué au départ forcé en créant une atmosphère d'incertitude, une atmosphère de peur et de haine interethnique qui ont renforcé la nécessité ressentie par certains, à savoir par les non-serbes, de partir. Ces non-serbes pensant qu'ils n'avaient pas d'autre alternative que de partir. Un exemple. Selon le témoin Emil Čakalić, page du compte-rendu d'audience 4954, le chant « Slobo, Slobo », la viande va abonder, nous allons égorger les Croates,
était entendu dans toute la ville de Vukovar et chanté en particulier par les volontaires. Il s'agit de la vidéo qui constitue la pièce P58, dont je demande d'ailleurs maintenant la diffusion. Elle vous apportera la démonstration de ce que je viens de dire. Les soldats chantent un chant quasi tribal contre les Croates. Voilà les images donc des volontaires qui chantaient le chant dont je viens de parler alors qu'ils avançaient en rang serré. Pièce 58. Je me dois d'intervenir. Le procureur a cité une chanson. On voit ça au compte-rendu version anglaise. Oi, Slobo, envoie-nous de la salade, il va y avoir de la viande, on égorgera les Croates. Et l'interprète donne une traduction tout à fait autre. On dit aux Croates, on va vous égorger, on vous égorgera et on donnera la moitié aux chiens. Alors comment l'interprète peut-il modifier les propos du procureur? Je veux immédiatement que cet interprète soit éloigné du service d'interprétation, parce que ce sont des vers tout à fait différents dont il s'agit, et ça donne des implications tout à fait différentes. Procureur, pouvez-vous repasser la vidéo P58 ? Et je demande aux interprètes de traduire ce qu'ils entendent. I'm sorry, Judge, I didn't... Je suis désolé, je n'ai pas entendu l'interprétation de ce que vous avez dit. Je vous demande de repasser la bande P58 et je demande aux interprètes... 11-10 à 12-10, c'est là le passage dont il s'agit. Bien, et je demande aux interprètes de bien traduire ce qu'ils entendent. Yes. Il y aura de la viande en abondance. La viande, il y aura de la viande. Et nous allons égorger les Croates. Le journaliste dit, les soldats sont en train de chanter un chant quasi tribal, dirigé contre les Croates. Madame Ockauser, est-ce que je peux continuer? Madame, Monsieur le juge, je pense que ceci doit avoir forcément des répercussions. On ne nous a pas passé le clip jusqu'au bout, mais je vous rappelle que le procureur a cité avec précision les vers de la chanson qui a été chantée. Or, l'interprète, un croate, a fourni des vers tout à fait autres, tirés d'une autre chanson que j'entends pour la première fois ici, maintenant. Ça peut vous paraître semblable ou similaire, mais les implications, elles, sont tout à fait différentes. Your Honors, if I may... Madame Ockauser, Monsieur le Président, si vous me le permettez. Il s'agit d'une partie de la déposition du témoin Emil Čakalić en page 4954 du compte-rendu d'audience qui est à l'origine de ce passage que j'ai cité, passage de sa déposition, où se trouvent les mots, je cite, Slobo, Slobo, la viande va abonder, nous allons égorger les Croates, en disant que ce chant retentissait dans tout Vukovar et a été chanté en particulier par les volontaires. L'interprétation que j'ai obtenue en anglais de la pièce 581 est exactement cela. Mais s'il y a quelques problèmes de différence linguistique légère, je présenterai la pièce P58, correction de l'interprète, en tant qu'exemple de la chanson. Puis-je poursuivre? Vous avez dit, pour plaider, vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. C'est le procureur qui requiert et vous contesterez ces propos lors de votre plaidoirie. On va pas... Monsieur Antonetti. Monsieur Antonetti, moi, à présent, je ne conteste pas du tout les propos tenus par l'accusation. Le procureur a indiqué, a cité en version abrégée la bonne version de la chanson qui est en train d'être chantée par cette colonne. Ma
remarque se rapporte à un élément administratif uniquement. Vous êtes tenu de donner instruction tout de suite afin que quelqu'un, au niveau du service, écoute l'interprétation en serbe pour s'assurer que l'interprète, de façon délibérée et intentionnelle, a donné la traduction d'une autre chanson. Il y a une chanson qui dit « Oj, Slobo, envoie-nous de la salade ». Slobo étant Slobodan. Il y aura de la viande parce que nous égorgerons les Croates. Or, la traduction fournie par l'interprète dit aux Croates, nous allons vous égorger, nous allons égorger la moitié et jeter l'autre moitié aux chiens. Est-ce que vous comprenez bien quelle est la différence au niveau des implications qui sont entendues par ces chansons-là? Ce n'est pas une liberté d'interprétation de l'interprète. C'est délibérément qu'on essaie de vous tromper. C'est une observation, une objection administrative pour ce qui est d'une erreur d'interprétation. J'ai le droit de formuler une observation ou une objection urgente. Or, vous êtes censé entreprendre quelque chose d'urgence. Vous pouvez dire que je dis des bêtises. Ça, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas des choses que je dois évoquer pour ce qui est de mes plaidoiries à moi. J'ai pris note de ce que vous dites et on demandera au service de traduction de vérifier ceci et de nous adresser un rapport sur cette question de traduction. Madame le procureur, continuez. Micro. I apologize. In addition... Toutes mes excuses, mon micro n'était pas allumé. Donc, outre ces chants discriminatoires destinés à commettre des persécutions, chants entendus dans toute la ville de Vukovar, comme nous venons de le voir et de l'entendre, la propagande de l'accusé qui qualifiait chaque Croate d'Ustashi a infecté les esprits des hommes faisant partie des forces serbes à Vukovar. Et les éléments de preuve ont démontré qu'à leurs yeux, tout Croate était un Ustashi. Et de ce fait, les volontaires ont tué des Croates, même désarmés, sans se cacher. Un exemple, le témoin Stojanovic, dans la pièce P528, paragraphes 40 et 41, déclare que Kameni avait donné l'ordre de tuer tous les Croates. Et que par la suite, les volontaires engagés dans le nettoyage de la ville nous ont dit, a-t-il déclaré, que chaque fois qu'ils rencontraient un Croate, ils le tuaient sur place, qu'il soit armé ou pas, parce qu'ils n'avaient pas le temps d'emmener ces Croates à Velepromet, où se trouvait le centre de regroupement et la prison. Kameni en personne a ordonné aux membres de notre groupe qui assuraient la garde des maisons d'exécuter tous les Croates que nous rencontrions sur place. Fin de citation. Le témoin Stojanovic a continué son propos en disant avoir vu des hommes de Chechelj appartenant au groupe de Kameni frapper puis trancher la gorge de 5 Croates désarmés devant 30 personnes rassemblées. Selon le témoin Stojanovic, la JNA a appelé Kameni et Kines pour un entretien, Kines étant l'adjoint de Kameni, suite à cela, mais ces deux hommes n'ont pas été arrêtés. Ils sont restés au commandement du détachement Leva Supodorica. Et Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, vous trouvez cela dans la pièce P526, paragraphes 26 et 27. Le témoin Stojanovic a confirmé ce renseignement dans les pièces P526 datant du mois d'août 2004 et encore une fois dans la pièce P528 qui est une autre déclaration de sa part datant de juin 2006. Et si le débat doit porter sur la crédibilité ou plutôt sur la fiabilité de ces déclarations écrites, je renvoie les juges de la Chambre au débat que nous avons eu au sujet du mémoire et dans l'annexe où se trouvent tous les arguments. VS 34 a également confirmé le traitement très violent que les hommes de Chechelj réservaient aux prisonniers
Il a parlé dans sa déposition du fait qu'il avait reçu l'ordre de Khamenei de tuer des détenus. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je vous renvoie aux pièces à conviction P1058, paragraphes 39 à 42, 42 et 43 et pièce P1056, paragraphe 31. La violence et les persécutions commises à Vukovar par les forces serbes, et plus particulièrement par les volontaires et par les hommes de Šešelj, se faisaient ouvertement. Elles étaient admises. Ces exactions ont été commises en l'absence de la moindre crainte de répercussions négatives de la part de l'accusé ou d'un autre représentant politique ou militaire au pouvoir ou de ceux qui avaient sous leur commandement les forces serbes. J'ai nommé les autres membres de l'entreprise criminelle commune en l'espèce. Et parmi les quelques non-serbes qui sont restés dans la ville après la fin du siège de Vukovar, nombre ont été transférés ailleurs par la force à bord d'autocars, certains vers la Croatie. Je veux parler de ce qui restait de Croates dans la ville et d'autres en franchissant la frontière serbe et en poursuivant leur chemin à partir de là. Bien que l'accusé ait été interrogé publiquement et se soit posé, correction de l'interprète, publiquement des questions sur la tactique de pilonnage de la JNA, il ne peut pas s'appuyer sur ce fait pour échapper à sa responsabilité pénale parce que les éléments de preuve ont prouvé qu'il a appuyé la mise en œuvre de l'objectif commun poursuivi par les membres de l'entreprise criminelle commune, a confirmé le plan commun établi par l'entreprise criminelle commune qui prévoyait d'utiliser tous les moyens possibles, y compris le crime et la destruction aveugle de la ville pour arriver à leur fin. Dans la pièce à conviction P1225, page 6, dans ce même entretien où l'accusé critique la tactique de la JNA qui a eu recours excessivement à l'artillerie, il ajoute qu'il, je cite, célébrera toujours la libération de Vukovar. Fin de citation. J'aimerais maintenant parler des meurtres, des tortures et des traitements cruels et persécutions qui ont été commis à Ovčara, Grabovo, Velepromet entre le 19 et le 21 novembre 1991. Encore une fois, ces crimes ont été établis de façon indéniable. Comme l'accusé l'a dit pendant la déposition de Vilim Karlovic, je cite l'accusé, je cite, « Je ne conteste pas le crime. Je ne l'ai jamais contesté. Un crime terrible a eu lieu ici. Ceci ne fait pas l'ombre d'un doute. » Encore une fois, incapable de contester le crime, l'accusé nie toute relation entre sa personne et les auteurs matériels de ce crime dans son mémoire en clôture. Mais l'accusé est responsable de ces crimes parce que les forces serbes étaient toujours aux manettes et fonctionnait toujours pendant la période où les crimes ont été commis à Velepromet, Ovčara et Grabovo. Il est responsable parce que ce sont les hommes de Šešelj, au nombre d'autres auteurs matériels, qui ont commis ces crimes et qu'il est lié à ces hommes et aux autres membres de l'entreprise criminelle commune par le truchement de la défense territoriale et de la JNA. Et il est responsable parce que les autres auteurs matériels, membres de la JNA, de la défense territoriale et les autres volontaires, sont liés aux autres membres de l'entreprise criminelle commune auquel il est associé. La coopération constante des forces serbes avec les hommes de l'accusé entre les 19 et 21 novembre est démontrée par de nombreux éléments de preuve. Par exemple, les membres de la JNA savaient que la défense territoriale et les volontaires exerçaient des violences importantes sur les prisonniers non serbes, prisonniers de guerre, pendant tout le siège de Vukovar. Et nous avons des exemples extrêmes de ce fait qui sont nombreux dans le dossier. Par exemple, le commandant Lukic, commandant de la JNA, qui est informé des pillages commis par les hommes de Šešelj et du fait que les hommes de Šešelj coupaient les oreilles des prisonniers, il choisit de ne pas les punir parce que les volontaires étaient nécessaires sur le front.
Madame, Messieurs les juges, je renvoie la Chambre à ce sujet à la pièce à conviction P857, paragraphes 57 et 58. Nous avons également l'exemple de Shlivan Shanin qui, le 19 novembre, parlant de Velepromet, fait savoir que les Tchétniks commettent là-bas, égorgent les prisonniers. Correction de l'interprète. Fin de citation. Et même s'il savait ce qui se passait, Shlivan Shanin a délibérément interdit l'accès à l'hôpital, l'accès de l'hôpital à la Croix-Rouge, tant que les prisonniers n'ont pas été sortis de l'hôpital pour être emmenés à la caserne de la JNA. C'est la JNA qui a réorienté les prisonniers vers le hangar d'Ovtchara à partir de la caserne après une rencontre à laquelle ont assisté un certain nombre de membres de l'entreprise criminelle commune, en particulier Arkan et Hadjic. Certains membres de la JNA se trouvaient à la caserne. Ils ont eux-mêmes participé au passage à tabac, alors que d'autres n'ont rien entrepris pour empêcher cela. Miodrag Panic, l'officier de la GNA le plus haut gradé qui était sur le lieu, est parti. Le policier militaire de la GNA qui était censé protéger les détenus s'est retiré sur l'ordre de Merksic. La déposition de Josip Čović illustre également la coordination qui existait ainsi que la chaîne d'autorité qui était toujours en vigueur avec Promet le 20 novembre 1991. Il a raconté comment la JNA et la TO ensemble ont éloigné notamment les civils, les personnes âgées, les infirmes et les combattants hors de combat de l'hôpital. Ils ont expliqué comment les hommes ont été séparés par des membres de la TO et qu'un officier de la GNA qui a reçu l'ordre de les emmener à Velepromet. Une fois arrivé à Velepromet, un groupe de détenus a été séparé. Et des civils ont été autorisés à montrer du doigt certains d'entre eux, après quoi la TO a fait appel aux Chechelevsi qui sont venus pour prendre ces personnes qui avaient été désignées et les amener dans le hangar et les tuer. Un Chechelievats a tranché la gorge d'un des détenus devant les autres détenus. Alors que Čović était frappé par des personnes qu'il a décrites comme étant des Tchétniks, un officier de la JNA l'a appelé le détournant de ce qu'il faisait, mais il n'a pas demandé à ce qu'il cesse de frapper cet homme. Et personne n'a tenté de faire cela, il lui a simplement demandé d'aller obéir à un autre ordre. Un commandant de la JNA a ensuite donné un ordre à Čović et aux autres détenus pour qu'ils montent à bord d'autocars en direction de Sremska Mitrovica. Les victimes Emil Čakalić, Vilim Karlovic et Dragutin Berkofer ont parlé d'eux-mêmes de ce qui s'était passé à Ovtchara. Et leurs dires ont été corroborés par d'autres, par des victimes, des auteurs et des observateurs, tous confondus, y compris Vesna Bosans, officier de la JNA Vukashinovic et Vojinovic, ainsi que les témoins protégés VS 51, 16, 65, 21 et autres témoins. La déposition de ces témoins qui a prouvé sans contexte que les crimes avaient été commis, prouve également la culpabilité de l'accusé pour les meurtres et sévices commis à Ovtchara et Grabovo, au-delà de tout doute raisonnable. Les éléments de preuve ont montré que lorsque le témoin de la JNA, Vukasinovic, est arrivé à l'hôpital le 20 novembre, avec ces autocars qui avaient fait l'objet d'un ordre donné par le commandant Shlivan Shanin, les commandants des détachements de la TO, notamment Mirolub Vujovic, Stanko Vujanovic et Kamini, étaient là
en présence de leurs combattants avec Slivan Shanin. Des hommes de tous âges, y compris les blessés, les personnes âgées et les mineurs, ont été emmenés et à bord d'autobus, comme s'il s'agissait d'un troupeau. On les a fait venir dans la caserne de la JNA et finalement au hangar d'Ovtchara. Khomeini ainsi que d'autres ont escorté ce premier groupe jusqu'aux autocars. En présence de la JNA, des détenus ont dû faire passer par les baguettes de la TO et des volontaires, ces détenus. Ils les ont accablés d'injures, comme l'a raconté le témoin VS 016, à page du compte-rendu d'audience T 11129. Ils les ont battus parce qu'il s'agissait d'Oustachi. À l'intérieur du hangar, des membres de la JNA, de la TO et des volontaires, y compris les Checheb Liassi, ont frappé les détenus. VS 65 a raconté que Stanko Vujanovic, Mirolub Vujovic et Checheljevac Kameni étaient les commandants de la TO sur le lieu. Quelques-uns de ces bourreaux portaient les insignes tchétniques, arborant les 4 C sur leur couvre-chef et portaient des couvre-chefs en fourrure. Certains d'entre eux tiraient des coups de sifflet pour indiquer à quel moment les passages à tabac devaient commencer. Ils ont commencé des chants de persécution, comme apportez la salade et nous aurons de la viande, parce que nous allons massacrer les Croates. Déposition ici de M. Karlovitch du compte-rendu d'audience 4779. Un survivant a raconté avoir observé un homme battu à mort alors qu'on l'obligeait à chanter un chant ethnique et à lécher les bottes de ses attaquants pendant qu'on le frappait. Out of the hangar and into a trailer. Les passages à tabac ont duré plusieurs heures et parfois après 21 heures. Le commandant de la TO, Mirolub Vujovic, a donné l'ordre pour que le premier groupe de détenus du hangar soit placé à bord d'une remorque en direction de Grabovo et la fosse qui avait déjà été creusée. Plusieurs voyages ont donc été faits et apporté plusieurs voyages ont été effectués et des prisonniers supplémentaires, des prisonniers de guerre ont été tués. Le témoin VS 16, VS 65, Stoparic, T 2357 et Karlovitz, T 4729 ont identifié ces personnes comme étant des membres de la LSD, comme étant des volontaires et des membres de la JNA et de la TO qui ont fait venir les détenus jusqu'à la fosse. Les mêmes personnes ont également fait partie des pelotons d'exécution qui ont tué et dans certains cas poignardé les détenus à mort. D'après le témoin VS 2, lorsqu'ils ont manqué de munitions à la fosse, Vujovic, le commandant de la TO, se rendait à la JNA pour s'en procurer davantage. Page du compte-rendu d'audience 6549. Les éléments de preuve montrent ainsi qu'au-delà de tout doute raisonnable, Kameni et l'SD faisaient partie des commandants de la TO et de leurs commandants, faisaient partie des personnes qui ont déplacé ces gens de l'hôpital. Tout ceci a été contrôlé par la JNA et qu'ils ont suivi les prisonniers placés sous la protection de la JNA, qui manifestement étaient encore en position d'autorité. Ils les ont suivis jusqu'à Ovtchara et finalement, ils les ont suivis jusqu'à leur mort à la fosse de Grabovo. Et ces événements montrent très clairement que l'accusé a un lien avec les auteurs matériels de ces crimes. Madame, Messieurs les juges, la peine que prend l'accusé dans son mémoire pour prendre ses distances de ses auteurs matériels trahit son empressement à faire passer pour des faits des informations qui ne sont absolument pas étayées dans le dossier en l'espèce et qui ne comportent
pas la moindre élément de vérité. Ces efforts qui visent à nier ce lien et ce lien à ces crimes sont tout à fait remarquables en raison de leur manque de crédibilité. En premier lieu, l'accusé affirme qu'il n'y avait plus de volontaires du SRS à Vukovar au moment où les crimes ont été commis à Ovtchara, Grabovo et Velepromet. Outre les témoignages très importants déjà abordés qui placent les LSD et les Chechelyevtsi encore à Vukovar, qui prennent et qui reçoivent encore les ordres de la TO, qui travaillent avec la JNA à l'époque où les meurtres et sévices ont été commis. Il existe des preuves documentaires indéniables qui indiquent que l'affirmation de l'accusé n'est pas exacte. L'ordre de Merksic, par exemple, le règlement de cette question de la resubordination et le retour des unités à la maison montrent clairement que le 20 novembre, lorsque les forces serbes, y compris les Chechelyevtsi, commettaient ces crimes, le LSD était encore à Vukovar et toujours subordonné à la JNA. Next, the accused asserts in his... L'accusé affirme dans son mémoire qu'il n'y a aucun lien entre un quelconque volontaire du SRS et un crime. Et pour étayer son affirmation de façon tout à fait incroyable, il désavoue sa relation avec le voïvoda Kamedi ainsi que les combattants placés sous son commandement. Et il établit une différence entre les Chechelyevtsi envoyés à Vukovar depuis un autre endroit et ceux qui étaient à Vukovar et ses environs. Il va même jusqu'à se reposer dans son mémoire sur l'affirmation que Kameni était un réserviste à Vukovar et que ce n'était pas un membre de la SRS. Madame, Monsieur les juges, est-ce qu'il serait bien de faire une pause maintenant? Il y a eu presque 1h30 d'audience. Nous allons donc faire une pause. Nous reprendrons tout à l'heure aux environs de 11h moins 10 et nous nous arrêterons à 12h25. Nous ferons une pause parce qu'à 12h30, il y a l'installation d'un nouveau juge qui devrait prendre environ 20 minutes au maximum et nous reprendrons donc après l'installation. Donc, première pause d'une durée de 20 minutes. All rise, free who leave.